Bonjour à tous. Alors, après la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, expliquant un petit peu quelle était la structure du marché actuel, en tout cas la structure du marché auquel les investisseurs étaient en train de faire face, on a donc pointé du doigt la semaine dernière un flux potentiellement vendeur de 165 milliards de dollars sur les marchés d'actions versus 165 milliards de dollars à l'achat sur les marchés de taux, sur le marché obligataire, ce qui a eu un impact relativement négatif sur les valeurs technologiques, principalement aux États-Unis. Ce rebalancement de portefeuille fait par les grandes institutions de ce monde, les fonds de pension, les fonds souverains, n'a eu lieu, n'est qu'une partie technique, puisque les actions avaient bien plus surperformé la partie obligataire, ce qui veut dire que pour rester à une parité constante, il faut donc vendre des actions pour acheter donc des obligations. Ce phénomène, qui est purement un phénomène structurel de marché, a eu donc un impact relativement négatif sur ces marchés-là. Maintenant, vous allez me dire que ce balancement est terminé. La correction récente est-elle une opportunité d'achat ou au contraire le prélude à une correction de plus grande ampleur? Je vais essayer donc dès maintenant de donner des éléments d'éclaircissement sur ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Donc pour rappel, les valeurs, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est se servir des données macroéconomiques pour établir un scénario sur les marchés, essayer de déterminer quelles sont les datas que l'on doit suivre, quelles sont les données économiques qui vont être publiées, qui ont une réelle importance, qui vont impacter la tendance de demain. Et effectivement, comme vous le savez, depuis mai 2026, Kevin Warsh, le nouveau président de la Federal Reserve, de la Banque centrale américaine, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers, tout simplement soit en montant les taux, soit en les baissant. Donc on va voir comment on se sert aujourd'hui de données macroéconomiques aux États-Unis pour définir la tendance, pour essayer de définir quelle sera la tendance demain. La semaine dernière, en tout cas sur les 10 derniers jours, le marché américain, principalement le Nasdaq 100 que vous avez sous les yeux, a corrigé de près de 6%, un peu moins de 6%. Et ce phénomène de correction de 6% n'est que la conséquence d'un rebalancing, donc d'un phénomène purement technique de structure de marché. Aujourd'hui, ce flux que nous avons connu les 10 derniers jours, bien que très impressionnant par sa taille, ne suffit pas, à mon sens, à initier un retournement de tendance. Le point aujourd'hui essentiel est d'essayer de comprendre quelle sera la politique monétaire américaine que va mettre en place son nouveau président fraîchement nommé, M. Kevin Warsh. Pour rappel, les marchés sont extrêmement influencés par la politique monétaire américaine. Sera-t-elle donc accommodante ou au contraire restrictive? Pour rappel, vous savez que le président américain Donald Trump a énormément critiqué le prédécesseur de Kevin Warsh, puisqu'il voulait absolument que M. Powell baisse les taux, ce qu'il n'a pas fait parce qu'il jugeait l'inflation trop haute. Il a nommé à sa place Kevin Warsh, puisque M. Powell arrivait à la fin de son mandat. Et tout le monde se dit qu'effectivement, avec un proche de Donald Trump, une politique de baisse des taux sera beaucoup plus facilement initiable que par quelqu'un qui est plutôt contre le scénario macroéconomique, ou en tout cas le scénario économique voulu par le président américain. Et comme l'adage très connu de tous, don't fight the Fed, je vous conseille toujours d'être dans le sens de la Fed, de façon historique, depuis 30 ans que je suis dans les marchés, et surtout ce que j'ai pu analyser depuis que les marchés financiers existent. Quand la Fed baisse les taux, le marché monte, en tout cas le marché des actions monte. Quand la Fed initie un cycle de hausse de taux, en règle générale, il y a une vraie correction sur les marchés financiers. Alors vous allez me dire, quel est le mandat de la Fed? Pour rappel, la Fed a un double mandat. La stabilité des prix, c'est-à-dire juguler l'inflation. Son taux cible est de ne pas dépasser 2% d'inflation sur un rythme annuel et de maintenir le plein emploi. Côté stabilité des prix, depuis 2012, la Fed, dans sa constitution, vise une inflation de 2%, mesurée par ce que l'on appelle le Core PCI, c'est-à-dire la Personal Consumption Expenditure, c'est-à-dire les dépenses de consommation personnelle, donc des individus, et non par le CPI. Elle considère qu'une inflation de 2% est suffisamment faible pour préserver le pouvoir d'achat tout en évitant les risques d'inflation. Deuxième mandat de la Fed, maintenir le plein emploi. Excusez-moi, je vais bouger la caméra. La Fed cherche à maintenir le niveau d'emploi le plus élevé possible, sans générer de déséquilibre inflationniste. Cela ne signifie pas un objectif de chômage précis, par exemple 4%, car ce niveau évidemment évolue selon la démographie, la productivité et d'autres facteurs structurels. Les indicateurs qui sont suivis par la Fed sont le taux de chômage, la création d'emplois,
les taux de participation, les offres d'emploi et les évolutions des salaires, qui est très importante. Comment la Fed donc arbitre-t-elle l'ensemble de ces données macroéconomiques? Lorsque les deux objectifs sont en conflit, la décision devient donc évidemment beaucoup plus délicate. Vous avez sous les yeux une sorte de tableau qui peut un petit peu vous donner un cadre sur lequel la Fed va pouvoir intervenir de ce qu'elle fait de façon classique. Encore une fois, je vous le répète, anticiper ce que va faire la Fed, le cycle de taux à la baisse ou la hausse va vous permettre d'anticiper ce que vont faire les marchés financiers, quels qu'ils soient. Donc dans une situation d'inflation élevée et d'emploi solide, la Fed très probablement va monter les taux pour juguler l'inflation et essayer d'endiguer la hausse des prix. En cas d'inflation faible et de chômage élevé, la Fed va très clairement baisser les taux pour stimuler l'économie, favoriser l'investissement. En cas d'inflation élevée et de chômage élevé, l'arbitrage devient difficile. Souvent, on va donner la priorité à la lutte contre l'inflation. En revanche, lorsqu'on a une inflation proche de 2% avec des emplois solides, la Fed va plutôt tenir une situation de statu quo, c'est-à-dire qu'elle va maintenir ses taux au niveau actuel. Quelles sont les anticipations aujourd'hui estimées par les banques et les économistes? À ce stade, au 1er juillet 2026, il existe un écart assez marqué entre les anticipations des grandes banques et celles du marché. Le marché obligataire est aujourd'hui plus hawkish qu'il y a quelques mois. C'est-à-dire que le marché obligataire s'attend à ce que la Fed durcisse sa politique et donc commence à monter les taux. Une partie des investisseurs commence même à intégrer une probabilité donc de hausse des taux avant la fin de l'année. Cette évolution s'explique par 3 points principalement. Une inflation qui reste supérieure à l'objectif de 2%, on va le voir, est plutôt proche de 3,5%. Un marché du travail encore solide, avec un taux de chômage autour de 4%. Et des effets inflationnistes liés au prix de l'énergie et aux tensions géopolitiques qui suscitent une inquiétude. Même si cela, on pourrait penser que c'est un phénomène plutôt local et qui n'est pas structurel. Aujourd'hui, si on fait une cartographie des principales banques d'affaires et sur leurs prévisions, vous allez voir que des banques très influentes comme Bank of America ou Deutsche Bank ou BNP Paribas, voire Macquarie, anticipent aujourd'hui des hausses de taux et non plus des baisses, même si globalement on parie plutôt sur un statu quo d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle que le marché priceait une baisse des taux en fin d'année il y a quelques mois. Donc ça, c'est en train de changer. Et ça, évidemment, pèse sur les marchés. Donc ça pèse sur l'arbitrage taux-action. Quand vous avez des taux à 5% et que le marché vient de monter de 15%, il ne vous reste plus grand-chose à gagner. Donc ça devient très risqué de détenir des actions versus des obligations. C'est pour ça qu'on va vendre des actions pour acheter des obligations, en tout cas des taux d'intérêt. Donc là, vous le voyez. Et ça, c'est un tableau qu'il va falloir suivre régulièrement. Je vous updaterai régulièrement quand il y a des vrais changements. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, Bank of America est la banque la plus agressive sur sa politique, en tout cas sur l'anticipation de la politique monétaire américaine via des hausses de taux. Conclusion. Quel est le consensus actuel? Donc les anticipations peuvent être évidemment regroupées en 3 camps. C'est facile. 65% des grandes banques pensent qu'il n'y aura pas de changement de taux en 2026. 25% pensent qu'il y aura entre 1 à 3 hausses de taux d'ici fin 2026. Ce que moi je ne pense pas. La plus agressive est Bank of America. Et seulement maintenant 10% pensent qu'il y aura une baisse des taux et principalement par Citigroup. Attention, il y a quelques mois, ce n'était pas du tout ce type de pourcentage. La majorité pensait qu'il allait y avoir une baisse de taux. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer ce scénario? Donc les 3 indicateurs que les stratégistes surveillent le plus sont le core PCE, au-dessus de 3%. Donc on a vu un personal expenditure. Donc au-dessus de 3%, une hausse devient beaucoup plus probable. Le marché de l'emploi, tant que le chômage reste bas et les créations d'emplois solides, la Fed a peu d'incitation à assouplir sa politique. Et donc les salaires, en règle générale, retenez bien cela, une progression supérieure à 4% alimente le risque d'une inflation persistante. En conclusion, sur le consensus actuel, quelles vont être les implications pour les marchés? Si la Fed maintient les taux, les banques américaines et européennes devraient bénéficier d'une bonne tenue des marges d'intérêt.
les valeurs de croissance pourraient connaître une performance plus sélective, mais positive. Le dollar resterait évidemment relativement ferme. Après, à voir ce que feront les autres banques centrales, notamment la Banque centrale européenne et celle du Japon. En revanche, si la Fed relève ses taux, et là, c'est un scénario assez catastrophe à mon sens, et ça, cela fera partie d'une autre vidéo la semaine prochaine, parce que effectivement, si la Fed relève ses taux, il faut savoir que toutes les valeurs technologiques vont prendre très certainement une sacrée grosse correction. Qu'est-ce qu'on va voir? Une pression sur les obligations longues, une rotation probable des valeurs technologiques vers les financières. On va vendre de la tech pour acheter des financières ou des boîtes beaucoup plus défensives, de l'énergie, des secteurs défensifs comme les utilities. Et un renforcement évidemment potentiellement du dollar versus toutes les autres monnaies. Le mandat de la Fed. D'un côté, les banques anticipent de plus en plus un resserrement monétaire, ce qui serait très négatif pour les marchés. D'un autre, le core PCI aujourd'hui culmine à 3,4%. Le core PCI à 3,4% est significativement supérieur à l'objectif de 2% de la Fed. De plus, il est en hausse par rapport aux 3,3% mesurés depuis le début de l'année en avril. C'est son niveau le plus élevé depuis fin 2003. Cette persistance donc de l'inflation explique pourquoi plusieurs banques comme Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas anticipent désormais une hausse de taux plutôt qu'une baisse. Les risques donc de resserrement monétaire deviennent de plus en plus forts, ce qui pourrait faire déviser les indices boursiers et principalement les valeurs technologiques. Cependant, depuis 2026, et ça c'est extrêmement important et très peu de personnes ont mis le doigt sur ce sujet-là et c'est quelque chose auquel moi je crois beaucoup. Donc depuis 2026, un débat est apparu au sein même de la Federal Reserve, sous la présidence de Kevin Walsh. La possibilité de s'appuyer davantage sur des mesures dites de trim mean, c'est-à-dire d'inflation tronquée, plutôt que de variations extrêmes. En fait, c'est-à-dire qu'on va lisser les mesures d'inflation et on va gommer les variations extrêmes, que ce soit à la hausse ou à la baisse, afin de capter au mieux la tendance de fond de l'inflation. Et ça, c'est une importance énorme. Typiquement, si on prend des pics, tiens, ce mois-ci, l'inflation a monté de 0,5%, alors qu'en règle générale, ça bouge entre 0,2 et moins 0,2, alors on va gommer ce truc-là parce qu'on va se dire, c'est un choc qui est exogène, c'est pas structurel, et donc ça n'a pas raison d'être de venir tronquer les chiffres. Et donc, on ne doit pas prendre une décision de la politique monétaire parce qu'il y a eu un tic, on va dire, un peu plus élevé parce que ça va forcément revenir. Donc on va essayer de lisser la mesure de l'inflation. Donc si la Fed adoptait réellement, officiellement, une mesure plus proche du trim mean PCI, cela pourrait, 1. Donner l'impression que l'inflation est plus proche de l'objectif de 2%. Effectivement, j'ai fait le calcul, si on fait ça, on sera plutôt à 2,3% d'inflation mesurée en prenant cet indicateur-là et non plus le core PCI. Ça, c'est une importance capitale. Ça veut dire que l'inflation, pour la Fed, deviendrait relativement faible et ne justifierait pas une hausse des taux. Ça pourrait donc justifier une baisse des taux plus tôt, mais surtout justifier qu'il n'y ait pas de hausse. Cela soutiendrait donc les actifs dits risqués, à savoir les actions, les crédits et l'immobilier. Quand on parle de crédit, c'est extrêmement important parce que vous le savez aujourd'hui, et là, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, le financement des CAPEX dans l'IA se fait principalement par la dette et voire même aujourd'hui par du hors bilan. Ça fait peur, on parlait de hors bilan 2008-2009, ça se fait par là. Donc une très forte hausse des taux, une hausse significative des taux d'intérêt aura un impact colossal sur le financement des CAPEX dans l'IA. Ça, évidemment, on pourra y revenir en détail, c'est une partie un peu plus technique. En conclusion, les indicateurs macroéconomiques restent très forts et militent de plus en plus pour une politique de hausse des taux de la Fed. Je résume les chiffres ici. Le core CPI, le core CPI est de 3,4%. Le taux de chômage actuel aux États-Unis est de 4,3%. Il est un petit peu élevé, on n'est pas en situation de plein emploi pour les États-Unis. La progression des salaires en base annuelle est de 3,5%. On se rapproche des 4%, donc il y a débat. Et la croissance estimée du produit national brut américain sur l'année 2006 est aujourd'hui de 2,1%. Donc ces données expliquent ce que je vous ai dit précédemment, qu'un certain nombre d'économistes commencent à anticiper un scénario de hausse des taux comme Bank of America, qui est pour le moment la banque la plus agressive et donc la plus négative sur les marchés.
Pour continuer dans cette conclusion, on a en revanche des commentaires du président de la Fed qui se veulent, eux, beaucoup plus rassurants et sont de plus en plus souvent contradictoires avec les anticipations économiques, en tout cas avec les anticipations des chiffres que l'on voit. En effet, lors de son intervention du 1er juin, c'est-à-dire hier, le président de la Federal Reserve a déclaré 3 choses qui m'ont semblé être importantes et que je redis ici. Les risques d'inflation se sont abaissés. Première bonne nouvelle de la part de Kevin Warsh. Quand on regarde les chiffres, mesuré par le core PCE, ce n'est pas le cas, mais lui il le dit. La Fed reste déterminée à ramener le taux d'inflation sous la barre des 2%. Ici il dit attention, mon mandat c'est qu'il n'y ait pas d'inflation, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation. Enfin, toutes les options sont aujourd'hui sur la table, que ce soit baisse des taux, statu quo, hausse des taux. Donc si l'on rassemble l'ensemble de ces différents éléments, le message pour moi est clair, c'est le suivant. Les risques inflationnistes diminuent. Super bonne nouvelle. Les anticipations d'inflation se normalisent. Encore une fois, une très bonne nouvelle. Monsieur Warsh veut rassurer les marchés. La Fed reste très crédible pour la lutte contre l'inflation. C'est son mandat. On n'a pas parlé de taux de chômage, on a parlé d'inflation. Et elle refuse toutefois d'écarter une hausse de taux afin de ne pas assouplir prématurément les conditions financières. Donc en fait, là, le message pour moi de Kevin Warsh, c'est de dire attention, l'inflation diminue, je n'ai pas intérêt à monter les taux, mais attention, c'est ce que je vais regarder et je suis prêt à appuyer sur le bouton. Je pense que c'est le message que les marchés financiers attendaient, du moins espéraient. Au vu des données macroéconomiques que nous avons déjà évoquées, inflation sous-jacente en ralentissement, marché du travail qui se normalise progressivement et anticipation d'inflation en baisse, mon scénario central pour moi serait aujourd'hui pas de hausse des taux à la prochaine réunion, sauf surprise inflationniste majeure. Je parie aujourd'hui devant vous qu'il n'y aura pas de hausse des taux d'ici la fin de l'année. À court terme, je milite et je pense que la Fed va juste opter par un statu quo, va maintenir les taux au niveau actuel dans l'immédiat. Puis, on verra une baisse des taux progressive plus tard dans l'année si la désinflation se confirme, mais très certainement en 2027. Ce qui est extrêmement bullish pour la fin d'année et le début d'année prochaine. Donc pour un investisseur, cela reste un environnement potentiellement favorable aux actifs risqués. Mais la Fed qui souhaite éviter tout relâchement excessif des conditions financières avant d'être certaine de revenir durablement vers 2% d'inflation. En conclusion, je pense que M. Kevin Warsh ne devrait pas monter les taux et va certainement changer la mesure de l'inflation pour faciliter et justifier sa décision. J'en suis relativement convaincu. Mais dans un tel contexte d'incertitude, il convient d'agir lorsque celles-ci commenceront à s'estomper. On parle ici d'anticipation d'inflation. L'objectif dans le trading, pour moi, et là je reviens vers le corps de ma formation, sur ce que je pense de comment il faut faire du trading, comment il faut intervenir dans les marchés. L'objectif dans le trading est de savoir comment réagir à un événement, ce qui confère à la fois des objectifs de performance élevés, mais associés à une forte probabilité de succès. Il conviendra certainement d'intervenir sur des breaks haussiers d'un point de vue technique, tout en sachant que les chiffres économiques seront souvent en contradiction avec les commentaires de la Fed. J'anticipe de ce fait une poursuite de la tendance haussière à moyen terme, je dis bien à moyen terme parce que je pense qu'elle va être associée à beaucoup plus de volatilité que ce qu'on a vu précédemment, donc on aura des corrections assez violentes et surtout dans la tech américaine qui a concentré tant de flux d'investisseurs. Je vous le dis tout de suite, mais ça fait l'objet de la prochaine vidéo de la semaine prochaine. La hausse du mois de mai du S&P 500 s'est faite avec seulement 22% de ses composantes, c'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 110 valeurs qui ont fini significativement le mois en hausse, alors que ça a été un des plus gros mois, des plus fortes progressions du S&P 500. Seulement 22% des valeurs. Ça, c'est pas bon signe, et c'est plutôt à dire que cette mode-là, soit le reste va suivre ce mouvement-là, donc va corriger le gap entre cet écart de performance, soit c'est la tech qui va baisser. Pour l'instant, on a l'impression que c'est plutôt la tech qui va baisser. Donc, j'anticipe de ce fait une poursuite de la tendance haussière à moyen terme, mais marquée par un sursaut structurel de la volatilité. Si je reprends maintenant ce graphique du Nasdaq 100 que vous avez sous les yeux, et je vais m'arrêter là ce soir, aujourd'hui, sur cette vidéo, vous regardez cette tendance haussière qui est magnifique et vous regardez ici ce qui se passe. Nous avons un triangle de consolidation tout en haut sur les plus hauts historiques de marché.
Je considère que ce range qu'il a, qui est relativement faible, d'un peu moins de 5% maintenant, est un range qui ne doit pas être mis à profit pour prendre des positions. Je pense, mon principal conseil est d'acheter les breaks haussiers ou de vendre en break à la baisse. Parce que effectivement, même si je suis convaincu que la Fed ne va pas monter ses taux, que la Fed va changer ses mesures d'inflation, tout ça pour préparer le marché à une baisse des taux l'année prochaine, hors choc exogène évidemment, je serais de pari d'acheter un repli, en tout cas d'acheter des supports ou de charger mon fusil pour acheter si on vient casser les plus hauts historiques. Effectivement, on voit ici que les MACD sont un peu survendus, divergent à la hausse. Les RSI sont plutôt en tendance aussi à repartir à la hausse. Attention, on aura beaucoup d'indicateurs techniques contradictoires, on aura des discours contradictoires avec les chiffres vus. La Fed en sait plus que nous, évidemment. Je pense que Kevin Warsh sera l'ami de Donald Trump et je pense qu'il fera tout pour que les marchés continuent de monter. J'achèterai sur les corrections, mais une vraie correction, parce que si on en a une, elle sera sérieuse. On ira très certainement retoucher les anciens plus hauts que vous voyez ici, qui sont tracés par cette ligne-là, ou peut-être qu'au contraire, on va tout de suite accélérer. On va avoir un rallye de fin d'année sans précédent. Et donc à ce moment-là, je me tiens prêt si on vient casser les plus historiques. Et si on casse cette figure en triangle de consolidation que vous voyez ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'était pas trop technique. En tout état de cause, vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à la poser. Je vous y répondrai tout de suite. Ce que je viens de faire, c'est la base centrale de mon scénario. À partir de laquelle beaucoup de vidéos plus courtes, moins explicatives vont être publiées sur ce que je pense de ce qui va se passer sur les principaux indices boursiers, les principales classes d'actifs. Ça peut être de la devise, des indices, des actions, des taux d'intérêt ou des matières premières. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt.